Ma mère m'a ignoré pendant des années. À Noël, j'ai dit l'air de rien, j'ai vendu mon entreprise. Mon frère s'est moqué, cette boîte sans valeur. Combien? J'ai dit, 150 millions de dollars. Il est resté bouche bée. Ma mère a blêmi. Je m'appelle Émilie. J'ai 26 ans. Et le Noël dernier, j'ai vu toute mon enfance basculer en une seule phrase. Durant la majeure partie de ma vie, je n'ai été qu'un bruit de fond au sein de ma propre famille. Ma mère pouvait passer une heure à parler des derniers grands projets de mon frère, tout en oubliant de me poser la moindre question sincère sur moi. J'étais l'enfant qui faisait ses devoirs seul à la table de la cuisine, pendant que tous les autres l'acclamaient, lui. Je m'étais habitué à être l'invisible, jusqu'à cette nuit-là. Nous étions assis autour de la table de Noël, la scène habituelle, dinde, purée de pommes de terre, lumière de Noël clignotant à la fenêtre. Ma mère était penchée vers mon frère, l'interrogeant sur sa nouvelle idée d'entreprise, riant, promettant qu'elle l'aiderait par tous les moyens possibles. J'étais là, moi aussi, coupant silencieusement ma nourriture comme toujours. Puis mon frère m'a regardé, avec ce petit sourire en coin qu'il a depuis l'enfance, et a dit, « Alors, tu perds toujours ton temps avec cette entreprise sans valeur. » Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas riposté. J'ai simplement haussé les épaules et j'ai dit, aussi nonchalamment que si je parlais de la pluie et du beau temps, en fait, j'ai vendu mon entreprise. Toute la table s'est tue. Mon frère a ri doucement. Cette entreprise sans valeur? Bien sûr. Tu l'as vendue combien? Il a même mimé des guillemets avec ses doigts. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, 150 millions de dollars. Sa mâchoire est littéralement tombée. Le visage de ma mère est devenu blême. La fourchette a glissé de sa main et a heurté l'assiette. À cet instant, chaque année où elle m'avait ignoré, chaque fois qu'elle m'avait fait sentir minuscule, tout cela s'est abattu sur elle au lieu de moi. Si vous voulez savoir comment une fille, que sa propre mère a ignorée pendant des années, a fini par lâcher une bombe à 150 millions de dollars au dîner de Noël, et ce qu'il en a coûté à ma famille après cette nuit-là, restez avec moi jusqu'à la fin. Je n'ai pas toujours été la femme capable de poser 150 millions de dollars sur une table de Noël et de voir sa mère pâlir. À 8 ans, j'étais juste l'enfant silencieuse cachée dans l'embrasure de la porte de la cuisine, serrant un gobelet en plastique ébréché, tandis que le 13e anniversaire de mon frère ressemblait à un couronnement. Il s'appelle Alex, il a 5 ans de plus que moi. Et depuis le tout début, il était la star de la famille. Ce jour-là, ma mère, Karen, a sorti un VTT flambant neuf dans notre jardin, en banlieue de Seattle. Il brillait au soleil. Les voisins ont applaudi. Les enfants ont crié de joie. Quelqu'un a hurlé qu'Alex irait loin dans la vie. Ma mère l'a serré si fort dans ses bras qu'on aurait dit qu'elle avait peur que quelqu'un ne l'enlève, chuchotant à quel point elle était fière de lui. Je me tenais quelques mètres en retrait, vêtu d'un vieux t-shirt de friperie, et personne n'a même demandé si je voulais être sur les photos. Pour les anniversaires d'Alex, il y avait des ballons, des fêtes en plein air, des gâteaux à 3 étages, et parfois des week-ends entiers organisés autour de lui. Pour les miens, c'était généralement un gâteau bon marché de chez Costco, quelques bougies, et ma mère s'excusant à moitié parce qu'elle était tellement occupée. Une année, Alex a eu un voyage à Disneyland comme cadeau de fin d'études. J'ai eu une carte achetée en pharmacie et un peu d'argent liquide dans une enveloppe, laissée sur le comptoir de la cuisine. Quand Alex a atteint l'âge scolaire, ma mère s'est battue comme une folle pour le faire entrer dans une école privée coûteuse. Il avait des uniformes impeccables, des baskets neuves, des entraînements de football, des cours de piano, des camps d'été qui coûtaient plus cher que notre voiture. Je suis allé à l'école publique locale, avec sa peinture écaillée et ses manuels scolaires dépassés. Quand je demandais pourquoi les choses étaient si différentes, ma mère me tapotait l'épaule et disait, « Alex a besoin d'une stimulation spéciale. Il est vraiment intelligent. Il a tellement de potentiel. Tu vas t'en sortir, Émilie. Ça ira. » Ça ressemblait à un compliment au début, mais « ça ira » s'est lentement transformé en « nous n'avons pas besoin de faire d'efforts pour toi ». Mon père travaillait de longues heures dans une banque et était à peine rentré pour le dîner. Même quand il était là, il laissait surtout ma mère prendre toutes les décisions. École, activité, argent. Il y avait cette hiérarchie invisible dans notre maison, Alex au centre, ma mère orbitant autour de lui, mon père sur la touche, et moi quelque part au bord, tant que je ne causais pas de problème. Vers 12 ou 13 ans, j'ai arrêté de demander des choses. J'ai arrêté de demander pourquoi Alex avait le nouveau téléphone, le nouvel ordinateur portable,
les cours particuliers supplémentaires, et pas moi. J'ai arrêté de courir dans le salon avec mes contrôles notés A+, parce qu'à chaque fois que je le faisais, ma mère était au téléphone avec l'un des professeurs d'Alex ou en train de le conduire à l'entraînement. Si j'avais besoin de livres supplémentaires, elle soupirait et demandait si j'en avais, vraiment, besoin. Pour Alex, la réponse était toujours oui. Pour moi, c'était toujours, peut-être plus tard. Alors, j'ai appris à faire les choses par moi-même. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube pour apprendre à cuisiner des repas de base, parce que je ne voulais pas demander d'argent pour des plats à emporter. Au collège, j'ai pris un poste de plongeuse dans un café voisin, économisant chaque pourboire dans un bocal au fond de mon placard. Ce bocal est finalement devenu mon premier ordinateur portable d'occasion. J'ai commencé à remarquer chaque petite offense et je les ai classées, non pas juste pour en souffrir, mais comme une liste de raisons de ne plus jamais, au grand jamais, dépendre d'eux. À table, la conversation tournait toujours autour d'Alex, de son match de football, de ses scores au SAT, des universités où il pourrait entrer. J'étais là, mais je n'étais jamais le sujet. J'étais la chaise supplémentaire. Quelque part au cours de ces années, quelque chose en moi a doucement changé. J'ai arrêté d'essayer de faire en sorte que ma mère me voie, et j'ai commencé à planifier une vie qui ne nécessiterait pas qu'elle le fasse. Je ne le savais pas encore, mais toutes ces nuits passées à être l'enfant invisible dans le coin faisaient quelque chose d'important. Elles se transformaient en carburant. Du carburant pour une idée, pour une entreprise, et finalement pour cette nuit de Noël où ma mère serait enfin forcée de regarder droit dans les yeux la fille qu'elle avait passé des décennies à ignorer. L'université devait être ma rupture nette, ma chance de sortir enfin de l'ombre. J'ai été accepté à l'université de Washington à Seattle, avec une bourse partielle pour l'informatique. Quand l'email est arrivé, je me suis assise au bord de mon lit et je l'ai lu 3 fois, juste pour m'assurer que je ne l'imaginais pas. Ma mère a jeté un coup d'œil à l'écran, a souri, et a dit « C'est super, chérie », avant de demander si je pouvais l'aider à relire un email pour l'un des professeurs d'Alex. Une semaine plus tard, Alex a été accepté à Stanford et c'était comme si le Super Bowl s'était invité dans notre salon. Il y avait une fête, de la famille, du champagne, une banderole. Ma mère a pleuré et a dit à tout le monde que son fils allait changer le monde. Quand je suis parti pour l'UW, elle m'a serré dans ses bras sur le trottoir, a dit qu'elle était fière de moi, et est partie en voiture parce qu'elle était en retard. Quand Alex est parti pour Stanford, elle a pris l'avion avec lui, a aidé à décorer sa chambre d'étudiant, et a posté un album entier de photos sur Facebook. Mon jour d'emménagement se résumait à quelques valises et une couette d'occasion que j'avais achetée avec mon propre argent. Je vivais dans un appartement exigu près du campus avec 2 colocataires, le genre d'endroit où l'on pouvait entendre quelqu'un éternuer dans l'immeuble voisin. Ma bourse couvrait une partie des frais de scolarité, mais pas tout. Pour survivre, j'ai pris un job à temps partiel dans un Starbucks à quelques rues du campus. Je me levais à 4h30 du matin, j'enfilais mon tablier vert, et je passais la matinée à mal orthographier les noms des gens sur des gobelets, puis je courais au cours d'algorithmes ou de structure de données avec des taches de café sur mes manches. Entre les cours, je m'asseyais à la bibliothèque avec mon ordinateur portable d'occasion tout abîmé, regardant des vidéos de codage gratuites sur YouTube et Coursera parce que les manuels officiels étaient trop chers. Alors que tous les autres rejoignaient des clubs et allaient à des fêtes, j'apprenais à construire des applications de base. Je ne m'apitoyais pas sur mon sort. Honnêtement, ça faisait du bien, comme si je construisais lentement quelque chose qui était à moi. L'idée qui a tout changé a commencé de la manière la plus ennuyeuse possible, des gens qui se plaignent. Mes amis étaient constamment épuisés. Ils faisaient des nuits blanches, mangeaient des cochonneries des distributeurs automatiques, séchaient la salle de sport pendant des semaines, puis s'effondraient en se demandant pourquoi ils se sentaient comme des zombies. Ma colocataire disait, « J'aimerais que quelque chose me dise simplement quand bouger mes fesses et boire de l'eau. » Un après-midi, assise à une table collante de café entre 2 services, ça m'a frappé. Et s'il y avait une application simple qui aidait les gens à suivre les bases? Ce qu'ils mangeaient, comment ils bougeaient, comment ils dormaient, et qui les incitait réellement à faire mieux sans être ennuyeuse ou compliquée. J'ai commencé à dessiner des écrans dans un carnet bon marché, des petits graphiques pour le sommeil, des barres colorées pour les entraînements, des rappels qui ressemblaient plus à des textos amicaux qu'à des alarmes. Je l'ai appelé Elstrack, surtout parce que tous les autres noms auxquels je pensais semblaient stupides et que le nom de domaine pour celui-ci était encore disponible. Je rentrais de mon laboratoire de nuit, je préparais des nouilles instantanées, et je codais jusqu'à 2h du matin. La première version était rudimentaire,
mais elle fonctionnait. On pouvait enregistrer ses repas, ses entraînements, sa consommation d'eau, et voir à quoi ressemblait sa semaine. Je l'ai donné à quelques amis et je leur ai dit d'être honnêtes. Ils l'ont immédiatement démoli. Ce bouton est nul. J'ai oublié d'enregistrer parce qu'il n'y a pas de rappel. Pourquoi ce graphique est-il si moche? Ça a piqué, mais j'ai corrigé tout ce dont il se plaignait. Petit à petit, plus de gens ont commencé à l'utiliser. Une fille de mon cours de statistique en a parlé à son petit ami, qui en a parlé à ses frères de fraternité, qui en ont parlé à tout leur groupe de discussion. Quelqu'un a laissé un avis positif au hasard qui m'a fait pleurer dans les toilettes au travail. Quand Elstrack a rapporté ses premiers $500 grâce aux publicités intégrées, j'ai fixé le tableau de bord pendant 1 minute entière. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce que ma famille n'avait jamais investi en moi. J'ai pris cet argent et j'ai acheté un ordinateur portable d'occasion légèrement meilleur pour pouvoir coder plus vite. À cette époque, Alex appelait depuis Stanford pour parler des fêtes de fraternité, des événements de réseautage, de la folie de la scène tech. Ma mère s'extasiait sur ses cours de commerce et sur toutes les portes qui s'ouvriraient pour lui. Un soir, j'ai essayé de lui parler de Elstrack. Je lui ai dit que j'avais un peu plus de 1000 utilisateurs, que des gens utilisaient réellement quelque chose que j'avais construit. Elle a fait une pause, a dit « C'est gentil, chérie », et a immédiatement enchaîné sur la façon dont Alex pourrait obtenir un stage dans une grande entreprise parce que son professeur l'aimait bien. Je suis resté assise là, le téléphone à l'oreille, à l'écouter parler des opportunités hypothétiques de mon frère, tandis que ma petite application bien réelle s'installait silencieusement sur les téléphones d'inconnus. C'était comme ça encore et encore. Chaque fois que quelque chose allait bien, un cours que je réussissais brillamment, une nouvelle fonctionnalité que je lançais, une petite hausse des téléchargements, ma mère ne posait pas de questions ou changeait de sujet pour parler d'Alex. Finalement, j'ai arrêté d'en parler. Je l'ai laissé croire que je faisais juste un truc d'informatique et que je m'en sortais. Pendant ce temps, je continuais à charbonner. J'étudiais pendant mes pauses au Starbucks, je griffonnais du code sur des serviettes, je lisais de la documentation sur mon téléphone en attendant le bus. J'observais les gens dans la salle de sport du campus vérifier leur téléphone entre les séries, et j'imaginais Elstrack sur chacun d'eux. Je ne pensais pas à la vengeance. Je ne pensais même pas encore à l'argent. Je poursuivais juste cette sensation électrique étrange que j'avais chaque fois que quelqu'un disait « Eh, ça m'aide vraiment ». Je ne le savais pas alors, mais ces nuits tardives et ces appels téléphoniques ignorés étaient le début de quelque chose de bien plus grand qu'un projet parallèle universitaire. Elstrack prenait racine silencieusement, et moi aussi. Et à un moment donné, ces racines allaient pousser droit à travers le plancher de la petite boîte dans laquelle ma famille m'avait toujours gardé. Obtenir mon diplôme plus tôt ne faisait pas partie d'un grand plan directeur. C'est juste ce qui arrive quand on prend des crédits supplémentaires chaque semestre parce qu'on ne peut pas se permettre de rester à l'école plus longtemps que nécessaire. Alors que mes camarades débattaient d'années sabbatiques et de voyages en sac à dos à travers l'Europe, je signais un bail pour un minuscule bureau dans un bâtiment gris du quartier technologique de Seattle. Il y avait une moquette affreuse, des néons clignotants et une vue sur un parking. Mais pour moi, c'était comme un royaume. Elstrack n'était plus seulement un projet parallèle. J'ai rempli la paperasse, j'ai constitué la société, j'ai ouvert un compte bancaire professionnel, et j'ai déménagé toute ma vie dans cette petite pièce avec 2 bureaux dépareillés et un canapé d'occasion trouvé sur Craigslist. Mon emploi du temps est devenu encore plus intense. Les matinées étaient consacrées au support client, aux emails et aux corrections de bugs. Les après-midi aux nouvelles fonctionnalités. Les nuits à m'enseigner le marketing à partir de podcasts gratuits et d'articles de blog. Je répondais personnellement à chaque avis, j'envoyais des messages privés aux utilisateurs qui partaient pour demander pourquoi. J'ai supplié un designer sur Upwork de faire en sorte que mon application ressemble un peu moins à quelque chose construit dans un sous-sol. Lentement, les chiffres ont commencé à changer. Les téléchargements n'étaient plus juste un filet d'eau. Les gens partageaient des captures d'écran de leurs progrès sur les réseaux sociaux. Un entraîneur local m'a contacté pour demander s'il pouvait recommander Elstrack à ses clients. Puis un autre, une petite salle de sport, a demandé si nous pouvions créer un message d'accueil personnalisé pour leurs membres. J'ai dit oui à tout. J'ai construit une offre premium de base, rien de fou, juste quelques fonctionnalités supplémentaires et des analyses plus approfondies pour quelques dollars par mois. Quand nos revenus d'abonnement annualisés ont atteint $50 000, j'ai fixé ce chiffre et j'ai senti la pièce basculer un peu. Ce n'était pas assez pour prendre sa retraite, mais c'était de l'argent réel.
Assez réel pour que j'embauche 2 développeurs juniors fraîchement sortis de l'école. Des gamins comme moi qui avaient juste besoin que quelqu'un parie sur eux. Nous nous sommes entassés dans ce minuscule bureau avec des ordinateurs portables et du café bon marché, mangeant des plats à emporter et publiant des mises à jour chaque semaine. Quelque part au milieu de tout ça, le grand rêve d'Alex à Stanford a commencé à se fissurer. Sa première start-up, une sorte d'application de livraison hyperlocale, a coulé. Il a brûlé $100 000 de l'argent de ma mère, a tout fermé, et est retourné vivre à la maison. Karen m'appelait en pleurant pour me dire à quel point le monde était dur pour lui. Pauvre garçon. Comment il avait juste besoin d'un coup de pouce. Comment elle s'inquiétait pour sa confiance en lui. Elle demandait à peine ce que je faisais. Quand elle le faisait, c'était un vague, cette appli marche toujours, non? Comme si je parlais d'un passe-temps, pas d'une entreprise. Je gardais mes réponses courtes. Ouais, ça va. Ouais, on grandit. Je ne mentionnais pas les revenus. Je ne mentionnais pas les employés. Ça semblait inutile. Alors qu'Alex travaillait à temps partiel chez Target et plus tard chez Best Buy, parlant de revenir bientôt dans le monde des startups, je négociais nos premiers partenariats avec de vraies entreprises. Une chaîne de salles de sport voulait une version de marque de Healthtrack. Ensuite, une compagnie d'assurance nous a contactés pour récompenser potentiellement leurs utilisateurs pour des habitudes saines suivies via l'application. Je conduisais toujours une vieille Toyota et je portais les mêmes baskets qu'à l'université, mangeant du chipotle sur le canapé du bureau. Donc de l'extérieur, rien ne semblait impressionnant. À l'intérieur de mon petit monde, tout était en train de changer. Un jour, un email est apparu dans ma boîte de réception venant d'un responsable du développement commercial d'une très grande entreprise technologique. Il voulait parler des options stratégiques, ce qui est le langage d'entreprise pour « nous pourrions vouloir vous racheter ». Je suis entré dans cette réunion avec mon seul blazer décent, les paumes moites, essayant de ne pas avoir l'air d'une gamine qui vivait encore de plats à emporter. Ils ont offert $50 millions pour Healthtrack. 50 avec plus de zéro que ce que mon moi de 8 ans n'aurait pu imaginer. Pendant un instant, je me suis imaginé appeler ma mère. Je l'entendais enfin dire « Je savais que tu avais ça en toi ». Puis j'ai écouté le reste de l'offre. Il voulait un contrôle total. Il voulait optimiser le tunnel de monétisation, ce qui était une façon chic de dire qu'il voulait fourrer des publicités et des ventes additionnelles dans chaque recoin de quelque chose que les utilisateurs utilisaient en confiance pour prendre soin de leur santé. Ça semblait faux. J'ai dit non. Mes avocats se sont presque étouffés, mais refuser cette offre a envoyé un signal différent dans le milieu. Si un gros acteur nous voulait, d'autres pourraient aussi nous vouloir. Une société locale de capital risque, qui se concentrait sur la technologie de la santé, nous a contactés. Ils ne voulaient pas acheter. Ils voulaient investir et nous aider à grandir. J'ai négocié dur et j'ai pris $8 millions. Assez pour grandir, mais pas assez pour perdre le contrôle. Nous avons ouvert un deuxième bureau à Portland, embauché plus d'ingénieurs, élargi nos outils de santé mentale. Healthtrack s'est intégré profondément avec Apple Health, Fitbit, tous les grands accessoires connectés. Nous avons franchi le cap du million d'utilisateurs actifs. Les revenus annuels ont grimpé à 8 chiffres. À 25 ans, j'ai signé les papiers pour un penthouse modeste à Seattle avec vue sur l'eau. Je l'ai rempli de meubles IKEA et de plantes que j'oubliais la plupart du temps d'arroser. Je conduisais toujours la même voiture délabrée. Je portais toujours des sweats à capuche au travail. Mais ma vie n'était plus petite. L'offre qui a finalement abouti ne venait pas d'une entreprise technologique tape à accent grave-l'œil, mais d'un groupe de santé géant qui voulait intégrer le bien-être préventif dans son système. Il ne voulait pas vider l'application de sa substance. Il voulait garder mon équipe, garder la marque, et utiliser leurs ressources pour atteindre plus de gens. Ils ont offert $150 millions. Nous avons négocié les conditions pendant des mois. Mes journées étaient un flou de contrats, d'appels vidéo et de chiffres qui faisaient court-circuiter mon cerveau d'adolescente. Quand j'ai finalement signé, je suis sorti de cette dernière réunion engourdi. Après impôts, après les bonus pour mon équipe, après tous les frais, il me restait environ $90 millions. 90 millions de plus que ce que quiconque avait jamais pensé que j'aurais, moi y compris. Je n'ai pas appelé ma mère. Au lieu de cela, j'ai appelé une thérapeute. Assise dans ce petit bureau calme, j'ai parlé pour la première fois de ma vie de ce que ça faisait d'être l'enfant invisible. L'enfant, qui s'en sortira. La pensée après coup.
Nous avons passé en revue chaque anniversaire, chaque réussite balayée d'un revers de main, chaque fois que ma mère choisissait de sauver Alex au lieu de simplement me voir. Je m'attendais à me sentir triomphante. Surtout, je me sentais fatigué. Les séances se sont transformées en moi. J'ai commencé à faire des dons à des associations de santé, en particulier celles axées sur les femmes qui avaient besoin de soutien en santé mentale. J'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise. Je n'avais plus réellement besoin que ma mère ou Alex m'applaudissent. Leur opinion avait cessé de compter quelque part en chemin. Ce dont j'avais besoin, cependant, c'était de tourner la page. Pas une vengeance au sens caricatural, pas une scène dramatique où je leur jetterais de l'argent au visage. Je voulais savoir, pour ma propre santé mentale, ce qui se passerait si je retournais dans cette maison non pas comme la fille invisible, mais comme la femme qu'ils avaient refusé de voir. Noël approchait et pour la première fois depuis des années, je me suis retrouvé à regarder les vols pour Seattle. Ma thérapeute a été la première personne à me suggérer de rentrer à la maison pour Noël. Pas parce qu'elle pensait que ma famille me méritait soudainement, mais parce qu'elle voulait que je voie en temps réel à quel point j'étais devenue différente. Traite ça comme une expérience, a-t-elle dit. Pas comme des retrouvailles. Tu n'y vas pas pour obtenir quelque chose de. Tu y vas pour observer. C'est donc ce que je me suis dit en réservant le vol de Portland à Seattle. Ce n'était pas un retour au bercail. C'était de la collecte de données. J'aurais pu conduire. Mais il y avait quelque chose de symbolique à prendre l'avion pour la ville où j'avais grandi, en tant que fondatrice qui venait de vendre son entreprise pour 150 millions de dollars. Je n'ai pas parlé de la vente à ma mère. Je lui ai juste envoyé un texto pour dire que j'étais libre cette année si elle voulait toujours de moi pour Noël. Elle a répondu en quelques secondes, plus enthousiaste que je ne l'espérais. Bien sûr, Alex sera là aussi. Ce sera comme au bon vieux temps. Le cœur à la fin m'a presque fait rire. Le « bon vieux temps » était exactement ce qui me rendait nerveuse. J'ai réservé une chambre dans un hôtel près de l'aéroport au lieu de loger à la maison. Cette décision à elle seule ressemblait à une ligne tracée au marqueur noir épais. Pendant des années, j'avais dormi sur ce matelas simple affaissé dans ma chambre d'enfant. Celle avec les posters qui se décollaient et l'étagère pleine de livres empruntés à la bibliothèque. Cette fois, je voulais une porte que je pouvais fermer et qui n'était pas la sienne. La veille de Noël, j'ai atterri dans un après-midi gris de Seattle. Les nuages étaient lourds, l'air humide et familier. Je me suis enregistré à l'hôtel, j'ai déposé ma valise, et je suis resté là une minute à regarder la chambre propre et anonyme. Drap blanc, art neutre, pas d'histoire, pas de fantôme d'une jeune moi essayant d'être vue. Le lendemain, j'ai conduit ma voiture de location jusqu'à la maison de ma mère. Le quartier semblait plus petit, d'une certaine manière. Les mêmes trottoirs fissurés, le même petit parc pitoyable au bout de la rue. Sa maison avait toujours la peinture bleue délavée et la pelouse trop arrosée. La seule chose différente était le renne de Noël en plastique sur la pelouse, l'un de ses bois tordus. Mon cœur s'est emballé alors que je montais les marches du perron, mais ce n'était pas de la peur. C'était plutôt comme le trac avant d'entrer en scène. La porte s'est ouverte avant que je ne puisse frapper. Ma mère se tenait là dans un tablier saupoudré de farine, les joues roses à cause de la chaleur du four, l'odeur de la dinde rôtie s'échappant derrière elle. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la maman après qui je courais autrefois avec des dessins et des notes d'école. Puis le moment est passé. Elle m'a attiré dans une étreinte rapide, plus polie qu'autre chose. « Émilie, tu as tellement grandi », a-t-elle dit en reculant pour regarder mon manteau, mes chaussures, mon visage, comme si elle évaluait la tenue d'une étrangère. « Comment va le travail ? Toujours dans tes trucs d'informatique ? » « Ouais, » ai-je dit en haussant les épaules, toujours dans mes trucs d'informatique. Elle a hoché la tête comme si cela répondait à tout et a immédiatement lancé une mise à jour sur Alex. Il allait tellement mieux, disait-elle. Il avait cette nouvelle idée d'entreprise incroyable et redressait vraiment la barre. Ses yeux s'illuminaient d'une manière qu'il ne faisait jamais quand elle me regardait. Tu verras. Il a travaillé si dur. Je suis tellement fier de lui. Je suis entré. La maison sentait la noix de muscade, le sucre et le liquide vaisselle. Le même sapin de Noël artificiel se tenait dans le coin du salon, chargé de vieilles décorations. Il y avait des photos encadrées d'Alex dans son uniforme de football. Alex à Stanford. Alex en costume à un événement de réseautage. Aucune de moi. Pas une seule. J'ai repéré une photo de quand nous étions enfants.
Alex sur son nouveau vélo dans le jardin, le bras de ma mère autour de lui, moi flou sur le bord du cadre, à moitié coupé. J'ai failli sourire. Alex a appelé ma mère vers le salon. Ta sœur est là. Il était affalé sur le canapé, regardant un match de la NFL avec une bière à la main, une chaussette mise, l'autre non, comme toujours. Il a coupé le son de la télé et s'est levé, me toisant. Eh bien, si ce n'est pas la reine du code, a-t-il dit avec un sourire tordu. Toujours célibataire, toujours enterré dans ton petit truc d'appli. Je pouvais sentir ma mère observer ma réaction, attendant que je rie pour détendre l'atmosphère comme je le faisais avant. J'ai juste souri. Content de te voir aussi, Alex. J'ai posé mon sac et j'ai suivi ma mère dans la cuisine. Elle m'a tendu un torchon comme si rien n'avait jamais changé. Tu peux aider avec la salade? On fait celle au canneberge que tu aimais quand tu étais petite, a-t-elle dit, retournant déjà arroser la dinde. Elle a versé un verre de vin et l'a posé devant Alex, puis s'en est versé un pour elle. Elle ne m'en a pas proposé, se contentant de faire un geste vers l'eau du robinet comme elle l'avait toujours fait. C'était une si petite chose, mais tout était là. Le classement invisible, la déférence automatique envers lui. J'ai coupé des légumes, les écoutant parler de ses grands projets, comment elle allait l'aider à faire décoller celui-ci, pour de vrai cette fois. Personne n'a demandé si j'avais conduit ou pris l'avion, où je vivais maintenant, à quoi ressemblaient mes journées. J'ai réalisé que je m'en fichais. Je n'étais plus cette gamine, attendant son tour. Je prenais des notes mentales. Comment elle revenait sans cesse à Alex. Comment il s'en délectait. Comment j'avais automatiquement glissé dans le rôle de l'aide silencieuse en cuisine. Quand elle nous a finalement appelés à table, mon pouce est à nouveau accéléré. Les assiettes étaient disposées de la même manière qu'elles l'avaient toujours été durant mon enfance. Alex à un bout, ma mère tout près de lui, moi sur le côté. Je me suis assise à mon ancienne place. Mais je n'étais pas la même personne cette fois. Je n'étais pas là pour disparaître. J'étais là pour voir exactement ce qui se passait quand le fantôme dans le coin décidait enfin de parler. Le dîner a commencé comme il l'avait toujours fait, avec ma mère dirigeant toute l'attention vers Alex. Elle lui a passé la purée de pommes de terre en premier, Harry à chaque blague tiède qu'il faisait, et l'a interrogé sur sa grande nouvelle entreprise comme s'il était déjà entré en bourse. Il s'est lancé dans une explication décousue sur un magasin d'articles de sport en ligne, comment le marché était grand ouvert et qu'il avait juste besoin d'un peu de capital pour le faire décoller. Ma mère a hoché la tête, les yeux brillants. Et bien sûr, je lui ai dit que je l'aiderais, a-t-elle dit, me jetant un coup d'œil comme si elle attendait mon approbation. Un petit coup de pouce maintenant et il sera inarrêtable. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai gardé un visage neutre. La conversation a continué sans moi. Ils sont passés de son idée d'entreprise à sa routine d'entraînement, puis à une histoire sur un gars qu'il connaissait qui a failli signer à la NFL. J'aurais pu être un meuble pour ce qu'ils en avaient à faire. Quand ma mère s'est finalement tournée vers moi, c'était avec le même ton mi-intéressé qu'elle utilisait avec les démarcheurs téléphoniques. Alors, Émilie, a-t-elle dit en coupant sa dinde, tu fais toujours ton travail d'ordinateur, c'est ça? Tu travailles sur cette appli. J'ai posé ma fourchette, sentant le poids du moment flotter juste hors de portée. J'aurais pu tout dire à ce moment précis. Au lieu de cela, j'ai haussé les épaules. Ouais, je travaille toujours dessus. Elle a souri, soulagée de ne pas avoir à poser d'autres questions. Tant que tu arrives à payer tes factures, c'est ce qui compte, a-t-elle dit comme si j'étais une adolescente faisant du babysitting pour payer son essence. Alex a souri narquoisement, faisant tourner son vin. Allez, maman, a-t-il dit. Tu sais, Émilie, elle va bien. Elle a son petit projet. Ses yeux se sont posés sur moi et je l'ai vu. La même lueur condescendante qu'il avait depuis que nous étions enfants. Tu perds toujours ton temps sur cette entreprise sans valeur. C'était là. Le mot de l'accroche que je portais dans ma poitrine depuis des mois. Sans valeur. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas levé les yeux au ciel ni riposté. Je l'ai juste regardé et j'ai dit nonchalamment, en fait, j'ai vendu mon entreprise. La pièce est devenue silencieuse si vite que je pouvais entendre le bourdonnement du frigo dans la pièce d'à côté. Ma mère s'est figée, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Alex a laissé échapper un petit rire bref. Quoi, a-t-il dit, tu l'as vendu? Il a fait les guillemets avec les doigts à nouveau, comme il le faisait quand nous étions enfants, parlant de mon petit truc de code. À qui? Un groupe de santé, ai-je dit.
Ils ont acheté Elstrack. Prononcer le nom à voix haute dans cette maison pour la première fois semblait étrange, comme présenter un étranger à une famille qui avait prétendu que vous n'existiez pas. Alex a ricané. D'accord, donc tu as eu quoi? Genre quoi? Quelques centaines de milliers? Assez pour déménager de ton petit appartement placard? Son visage était rouge vif maintenant. À moitié à cause du vin, à moitié à cause de l'idée que j'ai pu faire quelque chose de réel sans lui. Tu l'as vendu combien exactement? Ma mère me fixait, les yeux écarquillés. Oui, a-t-elle dit doucement. Combien? J'ai croisé son regard et j'y ai vu le défi, la supposition qu'il était toujours au-dessus de moi, peu importe ce que je disais. J'ai laissé un instant de silence s'étirer jusqu'à ce que je puisse sentir la tension bourdonner dans l'air. Puis j'ai dit, clair et stable, 150 millions de dollars. Sa mâchoire est littéralement tombée. Ce n'était pas juste une expression. Sa bouche s'est réellement ouverte comme si son cerveau s'était déconnecté de son corps. La fourchette a glissé de la main de ma mère et a cliqueté contre son assiette. Son visage s'est vidé de sa couleur si vite que c'était presque comique, comme si quelqu'un avait débranché une prise. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Puis tout est arrivé en même temps. Ce n'est pas drôle, Émilie, a chuchoté ma mère. Ce n'est pas une blague gentille. Tu mens, a claqué Alex, retrouvant sa voix. Tu n'es pas si intelligente. Personne ne paie ce genre d'argent pour une stupide appli de téléphone. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, je l'ai déverrouillé, et j'ai tourné l'écran vers eux. J'avais laissé l'application bancaire ouverte parce qu'une partie de moi savait que cela arriverait. Le solde les fixait en retour, un nombre si long qu'il tenait à peine sur une ligne. C'est après impôt, ai-je dit calmement. Après avoir payé mon équipe, après tout. Ma mère s'est penchée, les yeux parcourant les chiffres, les lèvres bougeant alors qu'elle essayait de compter les virgules. Alex lui a arraché le téléphone, les mains tremblantes, et a commencé à faire défiler comme s'il cherchait une trappe secrète. Quand cela ne l'a pas satisfait, il a saisi son propre téléphone, tapant furieusement. Quelques secondes plus tard, j'ai vu mon propre visage apparaître dans le reflet de ses lunettes. Ma photo d'identité tirée d'un article. Ses yeux ont scanné le titre. Je savais déjà ce qu'il disait parce que je l'avais lu une fois, seule, à 2 heures du matin. Une fondatrice de 26 ans vend une application de santé pour 150 millions de dollars. C'était là, noir sur blanc. Il a fait défiler et je l'ai entendu marmonner des phrases dans sa barbe. Moins de 30 ans. Fonctionnalité de santé mentale à la croissance la plus rapide. Il a arrêté de lire et a levé les yeux vers moi comme s'il voyait une étrangère. Les yeux de ma mère étaient humides maintenant. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Comment as-tu pu cacher quelque chose comme ça à ta propre famille? J'ai laissé échapper un petit souffle qui était presque un rire. Tu veux dire comme tu as tout gardé pour Alex? Ai-je dit. L'école privée, les voyages, les 100 000 dollars que tu lui as donnés pour une start-up qui a échoué. La façon dont tu oubliais mes anniversaires ou me lançais un gâteau de supermarché pendant que tu prenais l'avion pour l'installer à Stanford. Sa bouche s'est ouverte et fermée, mais aucun son n'en est sorti. Ce n'est pas juste, a-t-elle finalement réussi à dire. Nous avons fait de notre mieux. Nous t'avons soutenu. Nous avons toujours. Non, maman, ai-je coupé, ma voix plus tranchante que je ne l'avais voulu. Tu l'as soutenu, lui. Tu as investi en lui. Tu as construit toute ta vie autour de lui. Tu m'as dit que je m'en sortirais, et ensuite tu as agi comme si cela signifiait que tu n'avais pas besoin de faire d'efforts. Tu t'es assuré qu'il ait toutes les chances, tous les filets de sécurité, toutes les excuses. J'ai construit tout ce que j'ai sans une seule de ces choses. Tu n'as pas le droit de jouer la victime maintenant parce que ton enfant invisible s'est avéré être celle qui a réellement fait quelque chose. Alex a frappé du poing sur la table, faisant sauter les verres. Et alors? Tu penses que tu vaux mieux que nous maintenant, a-t-il crié. Tu penses que l'argent te rend spécial? Tu es toujours la même petite sœur bizarre qui mangeait seule et se cachait dans sa chambre. Tu as juste eu de la chance. Je me suis levé lentement, ma serviette tombant de mes genoux sur le sol. Mes mains étaient stables. Mon cœur ne battait pas la chamade. Je me sentais étrangement calme, comme si cette scène avait été répétée 1000 fois dans ma tête, et que je ne faisais que suivre mes repères. La chance n'a pas écrit une seule ligne de code, ai-je dit.
La chance n'a pas répondu aux emails des clients à 3 heures du matin ni refusé une offre de 50 millions de dollars parce que ce n'était pas juste. La chance n'a pas réparé tes dégâts, Alex. Maman l'a fait, encore et encore. J'ai regardé ma mère, je l'ai vraiment regardée. Elle semblait petite, vaincue, comme si la fondation sur laquelle elle avait bâti son monde venait de se fissurer en plein milieu. Tu as tout misé sur le mauvais enfant, ai-je dit doucement. Et maintenant tu es juste en colère que celle que tu as ignorée ait appris à gagner sans toi. Ma mère a tendu la main comme si elle allait saisir mon poignet. Émilie, attends. On peut en parler. Peut-être que tu pourrais aider Alex. Investir. Nous sommes une famille. Nous devrions nous serrer les coudes. C'était là. Pas de « je suis désolé ». Pas de « j'avais tort ». Juste « aide Alex ». La hiérarchie qu'elle avait construite était si profondément ancrée en elle. Elle ne s'entendait même pas parler. J'ai pris mon téléphone et je l'ai glissé dans ma poche. Je me suis serré les coudes, ai-je dit. Pendant des années. Tu ne l'as juste jamais remarqué. J'ai reculé ma chaise de la table. Les lumières de Noël clignotaient paresseusement dans la fenêtre derrière eux, se reflétant sur leurs visages stupéfaits. Bon dîner, ai-je ajouté. Joyeux Noël. Et puis je suis sorti de la maison où j'avais grandi, laissant ma mère pâle, mon frère sans voix, et plus de 20 ans d'invisibilité assis à cette table derrière moi. Les retombées de ce dîner de Noël ne se sont pas produites d'un coup. C'était plutôt comme un effondrement au ralenti. Je suis retourné à mon hôtel ce soir-là, j'ai enlevé mes chaussures, et je me suis assise sur le lit dans le noir, fixant les lumières de la ville par la fenêtre. Je m'attendais à moitié à ce que mon téléphone explose immédiatement. Ce ne fut pas le cas. La première vague a frappé le lendemain matin. De longs SMS décousus de ma mère sur la famille et les malentendus, mélangés à des accusations selon lesquelles j'avais humilié mon frère exprès. Quelques heures plus tard, Alex est intervenu, me traitant d'égoïste, d'ingrate, m'accusant de « tourner le dos aux gens qui t'ont élevé ». Je n'ai pas répondu. 2 jours après cela, une lettre d'un avocat représentant les deux est arrivée, réclamant 3 millions de dollars en compensation des années de soutien, de logement, de nourriture et d'éducation qu'ils avaient fournis. La lire, c'était comme regarder quelqu'un mettre une étiquette de prix sur une enfance où ils étaient à peine présents. Je l'ai remise à mon propre avocat qui a répondu dans un langage bien plus froid que je n'aurais jamais pu le faire. Il a poliment refusé, puis a joint une analyse détaillée des dossiers financiers de mes parents que mon comptable avait rassemblés, chaque paiement de frais de scolarité pour Alex, chaque chèque pour sa start-up ratée, chaque dépense majeure à son nom, et un gros zéro à côté du mien. À la fin, il a ajouté que s'ils poursuivaient leur réclamation, nous n'aurions d'autre choix que de rendre ces dossiers publics. Le message suivant que j'ai reçu était court et paniqué. On laisse tomber. Oublions les avocats. Il n'y a pas eu d'excuse. Juste une retraite. Quelque part au milieu de ce gâchis, la vie d'Alex a commencé à s'effriter. Il était déjà fragile, furieux que je l'ai dépassé dans une course qu'il ne savait même pas que nous courions. Il buvait plus, arrivait en retard à son travail chez Best Buy, a craqué sur un client qui a filmé toute la crise sur son téléphone. La vidéo a atterri sur un groupe Facebook local où les gens ont fait le lien entre le gars qui hurlait en polo bleu et les publications en ligne qu'il avait faites pour dénigrer sa sœur riche et ingrate. Une semaine plus tard, il était viré. Sa nouvelle grande idée de magasin de sport en ligne n'a jamais vraiment décollé. Entre les dettes de cartes de crédit et un prêt aux petites entreprises qu'il ne comprenait pas, il a coulé rapidement. Ma mère a essayé de le sauver comme elle l'avait toujours fait, refinançant la maison, versant tout ce qui lui restait dans son trou noir. Ce n'était toujours pas assez. En moins d'1 an, la maison où j'ai grandi était partie, vendue pour couvrir les dettes. Ma mère a déménagé dans un appartement beaucoup plus petit. Sa santé a commencé à décliner. Les proches qu'il avait vu vénérer Alex pendant des années se sont éloignés quand ils ont réalisé à quel point elle avait mal joué sa main. Le Noël suivant, j'étais à Hawaï avec un petit groupe d'amis du monde de la tech. Nous avons nagé, fait de la randonnée, et nous nous sommes assis sur un balcon surplombant l'océan pendant que je virais un don important à une association qui finance des thérapies pour les femmes qui n'en ont pas les moyens. À un moment donné, mon téléphone a vibré avec un message d'une jeune cousine. Elle avait vu l'article sur moi et a écrit que mon histoire la faisait se sentir moins folle d'être l'enfant négligé dans sa propre maison. Je l'ai invitée à m'appeler quand elle voulait pour parler de carrière, d'argent, ou juste de la vie. Elle l'a fait. Je suis devenu le mentor dont j'avais eu besoin à 16 ans.
Des mois plus tard, une enveloppe est arrivée à mon bureau. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de ma mère. Elle disait qu'elle était désolée. Désolée d'avoir favorisé Alex. Désolée de ne pas m'avoir vu. Désolée. Il avait fallu un titre de journal parlant de millions de dollars pour qu'elle réalise ce qu'elle avait jeté. Elle écrivait qu'elle souhaitait pouvoir revenir en arrière, qu'elle espérait qu'un jour je lui pardonnerais, que peut-être nous pourrions recommencer à zéro. Je l'ai lu une fois, puis une autre. Je ne l'ai pas encadrée. Je ne l'ai pas déchirée. Je l'ai juste mise dans un tiroir. La vérité, c'est que j'avais déjà fait le pardon qui comptait. Je m'étais pardonné de ne pas avoir pu la réparer. Je n'ai pas envoyé d'argent. Je ne me suis pas précipité pour les sauver. Fixer des limites était le seul moyen d'éviter de devenir un autre de leurs mauvais investissements. J'ai consacré mon temps à ma nouvelle entreprise. Celle-ci se concentre sur la santé mentale et les outils d'IA qui aident réellement les gens à faire le point avec eux-mêmes. J'ai raconté des parties de mon histoire sur des scènes de conférences et finalement dans un discours style TED, non pas comme un tour d'honneur, mais comme un avertissement sur ce qui se passe quand une famille construit son monde autour d'un seul enfant roi et traite l'autre comme un plan de secours. Voici ce que j'ai appris. La partie qui, je l'espère, restera avec vous plus que le montant en dollars ne le pourrait jamais. Votre valeur n'est pas déterminée par la force avec laquelle vos parents vous applaudissent, combien ils dépensent pour vous, ou s'ils admettent un jour qu'il avait tort. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est d'arrêter de vous tenir devant des gens qui refusent de vous voir, et de construire une vie où vous n'avez plus besoin de leur approbation pour respirer. Le favoritisme ne blesse pas seulement l'enfant qui est ignoré, il paralyse aussi l'enfant qui est vénéré. Ma mère a perdu sa maison. Mon frère a perdu son travail, ses excuses et son filet de sécurité. J'ai perdu le fantasme qu'un jour ils se réveilleraient et deviendraient magiquement les personnes dont j'avais besoin qu'ils soient. En échange, j'ai eu quelque chose de mieux. Une vie que j'ai choisie, construite selon mes propres termes, pleine de gens qui sont réellement présents. Si vous avez déjà été l'invisible, l'enfant, qui s'en sortira, peut-être que vous n'avez pas des millions ou un gros titre dans les journaux, mais vous avez le choix. Vous pouvez continuer à attendre qu'il vous voie, ou vous pouvez commencer à vous voir vous-même. Et si vous étiez à ma place, quelle serait votre version de cette sortie du dîner de Noël ?